Salam alaikum, shalom, bonjour, nous sommes le lundi 13 janvier 2020, il sonne 11h et nous sommes au rendez-vous du Club La Presse. Un rhume a altéré un peu notre voix, mais en bon serviteur, toujours disponible et innocent, nous sommes au studio pour vous servir. À la technique, Kokou, Michel Vitogbe Tomega et Géraud Dakoucha. Autour de la table, dans l'ordre de leur arrivée au studio, Uriel Enyang, le digne fils de Bouffalé, dans la préfecture de la Bina. Bonjour. Bonjour Innocent, bonjour à tous les confrères ici au studio, bonjour à tous les auditeurs et auditrices des Canal FM, sans oublier tous les Togolais de la diaspora. Merci. Il n'est pas moins digne fils d'Assoli, chef-lieu Bafilo. Lui, c'est Aliru Moru Chakala, Mvun Kozo. Ya Konkarni, Alafia. Suruni. Alafia. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. Et je souhaite à tous les Togolais et à toutes les Togolaises une très belle semaine de travail. Merci. Lui, il a vu le jour dans le village de Kouvé-Boli, dans la préfecture de Yoto. C'est Didier Assogba. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Nous pourrions avoir un quatrième confrère invité, mais assurons-nous de sa présence avant de l'annoncer. Mais Didier, si je vous dis le meilleur de nous tous ici à Canal FM, vous le connaissez? Ce n'est pas le directeur Messanvoussou Akoué, non plus Sas Gaou, mais c'est le meilleur de nous tous. À la coiffure Rasta. Ah, je connais. Je connais, c'est un aîné, c'est un frère, un ami, Yves Dessous Leblanc. Qui a ce slogan-là que tout le monde connaît ou presque les confrères connaissent, qui dit souvent Yves Dessous Leblanc de Canal FM, la radio la plus écoutée de Lomé. Et donc, oui, Yves Leblanc, c'est un grand frère que j'ai connu depuis 2009 dans la profession. Ça fait plus de 10 ans qu'on collabore ensemble sur le terrain et dans les locaux de Canal FM. Et donc, c'est quelqu'un que je connais très bien. Eh bien, ses parents l'ont enregistré. Je l'ai même connu avant qu'il ne porte désormais les rastas. J'allais juste dire que ses parents l'ont enregistré à l'état civil sous le nom de Kodjovi Dossou. Il avait de très jolis cheveux. Puis un jour, comme ça, l'envie lui a pris avec les dreadlocks. C'est le Rasta de Canal FM de la presse togolaise. Eh bien, il est venu en ce monde un certain 13 janvier. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. A joué les Rastas et se taire de Bob Marley pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Oui, Aliru Moru Chakala? Non, mais il y a un autre aspect que mon jeune confrère a manqué de souligner, c'est l'ami personnel et privé du chef de l'État aussi. En tout cas, c'est ce que Yves c'est ce qu'il dit. Et il est l'un des rares à assumer cela, donc c'est bien. Je lui souhaite le meilleur pour le restant de ses jours. Et que ce qu'il porte, on dit, le rastafarisme, c'est un idéal qu'il le véhicule dans le bon sens. Reste à savoir si le chef de l'État lui également revendique l'amitié personnelle avec notre Rasta. Ça, c'est une autre chose. Mais venons-en à l'émission de ce jour. 13 janvier, le Club de la Presse a aujourd'hui une pieuse pensée pour l'âme de Sylvanus Kwame Olympio, père de l'indépendance et premier président de la République du Togo. Sylvanus Olympio qui avait trouvé une mort violente au petit matin du dimanche 13 janvier 1963. Nos pensées vont également à l'endroit de tous les Togolais, célèbres ou anonymes, de tous horizons, conditions et considérations qui ont payé le sacrifice suprême tout au long de la vie sociopolitique de notre pays, le Togo. Que leur sacrifice féconde la vie des Togolaises et Togolais pour plus de paix, de justice, de droits et libertés, de meilleure gouvernance politique, économique et sociale et pour plus de cohésion nationale.
Eh bien, il y a 55 ans, il a trouvé cette mort violente. Lui, c'était Sylvanus Olympio. Et aujourd'hui, deux journaux se rappellent le grand homme. Liberté, d'abord, qui écrit à la page 2, Sylvanus Olympio, l'étiquette d'un homme d'État en avance sur son temps. Et vous, Tchakala, votre journal Courrier de la République, vous vous souvenez également de lui avec cet article, 55 ans après l'assassinat du premier président du Togo indépendant, il demeure toujours des ombres, enfin, vous parlez des ombres et lumières sur les mains assassines de cet homme. Oui, je crois que le péché originel du Togo vient de cet assassinat. Le Togo était très bien lancé pour être un pays modèle, pour être un pays qui va être le miroir des autres sur le continent africain, un pays respecté, mais malheureusement, celui qui a lutté pour que nous soyons indépendants a été fauché 3 ans après la cession de notre pays à la souveraineté internationale. C'est un homme qui était en avance sur son temps, un homme qui voyait grand pour son pays, un homme qui ne jurait que pour son pays. Malheureusement, certains ne le verraient pas ainsi. Surtout, la notoriété qu'il voudrait conférer à ce pays par rapport à l'affranchissement du Togo du franc CFA va un peu porter le coup fatal. Donc, aujourd'hui, il faudrait quand même que on dépoussière un peu les archives. Il faudrait que toute la lumière se fasse autour de cet assassinat. Parce que c'est comme de gros nuages noirs qui sont au-dessus de nos têtes, au-dessus du pays, et il faudrait un jour arriver à chasser ces nuages-là pour que le pays retrouve son lustre. Parce que Sylvanus Olympio n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a consacré quand même de sa vie pour donner au Togo ce que nous sommes aujourd'hui, pour que le drapeau togolais soit parmi ces nations respectées dans le monde. Mais quand le mystère vient à s'épaissir tous les jours que le bon Dieu fait sur ces mains qui ont assassiné ce grand homme, cet illustre fils, je crois que nous allons traîner cela comme un boulet pour le restant de notre vie, tant que la lumière ne se fera pas. Donc vivement que les archives soient dépoussiérées et que on connaisse les motivations réelles qui ont suscité ce crime. Et là, le Togo se porterait mieux. Merci. Sylvanus Olympio, né en septembre 1902 et qui a trouvé cette mort violente à l'âge de 59 ans en 1963. Les témoins de l'époque le présentent comme un homme intelligent, très fier, apparemment en avance sur son temps. Et le Togo aurait pu être fier d'avoir cet homme à sa tête. Malheureusement, il a été fauché par cette mort violente dont les mystères demeurent encore. Il va falloir du temps pour que les historiens, sans parti pris, nous situent exactement sur les circonstances de sa mort. Mais Didier Assogba, d'aucuns disent que avec la mort de Sylvanus Olympio, c'était le premier coup d'État de l'Afrique post-indépendance. D'autres trouvent encore que sa mort violente est le crime fondateur de toutes les difficultés sociopolitiques que notre pays connaît jusqu'à ce jour. Ouais, je retiens fondamentalement que la lancée que le Togo avait prise après son indépendance a été, on va dire, écourtée à un moment donné. Brutalement stoppée. Stoppée, oui, c'est le mot qu'il faut utiliser. Après la mort de Sylvanus Olympio, à l'époque, pour les jeunes que nous sommes, il nous a été raconté que le Togo était en avance sur des pays, beaucoup de pays qui sont devenus émergents aujourd'hui en Asie, comme la Corée, comme d'autres pays encore, Singapour, même la Chine était encore en peine à l'époque, et le Togo était l'un des pays qui avait su payer toutes ses dettes et qui était vraiment
avec vraiment une économie forte, avec un président qui avait déjà cette visée-là de la CEDEAO, qui était d'ailleurs presque porte-parole des chefs d'État de la région, qui avait d'ailleurs le projet de la CEDEAO dans son pipeline, qui avait beaucoup de projets et qui plutôt voulait un pays économiquement assis avant d'ailleurs de se donner dans les assises. On a parlé de son péché qui ne voulait pas forcément avoir une armée et tout ça. Et c'est vrai que tous les pays de la sous-région aujourd'hui qui ont, on va dire, un passé assez calme et un avenir quelque peu sûr, sont des pays qui ont connu des présidents qui ont duré juste après les indépendances. Si vous prenez le Sénégal, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez presque tous les pays, le Ghana ici, Kwame Nkrumah, le Bénin, avec d'autres, les présidents qu'il y a eu. Le Bénin a connu aussi les premières années de son indépendance assez heurtées, avec des régimes qui se succédaient pratiquement. Voilà, mais après quand Kérékou était venu, les choses se sont calmées jusqu'à un temps donné. Mais le Togo était, on va dire, presque le seul pays de la sous-région qui a perdu juste 3 ans après ou 2 ans et demi après les indépendances son premier président, qui n'a pas pu véritablement asseoir les bases d'une république, les bases d'une société qui s'est réconciliée avec elle-même. Et je pense que tout ce que nous vivons dans le parcours du Togo aujourd'hui vient de là. Si véritablement aujourd'hui, quand on parle de la nation togolaise, des gens trouvent toujours à redire, parce que véritablement les peuples ne se sont pas, on va dire, cimentés entre eux d'une partie sur l'autre du territoire. C'est parce que on n'a pas eu un père dès le départ qui a eu le temps de réconcilier tous ces fils. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur la vie et les circonstances de la mort de ce grand homme, Sylvanus Olympio. Les livres, je me rappelle de l'ancien journaliste de RFI, Senen Andrea Mirado. Il y a également Feu Atouché Kokouvi Agbobli qui a écrit sur lui. Je me rappelle également un livre écrit sur lui par notre confrère Zeus Aziarouvo, sans oublier le doyen Godwin Tété à Dialogo. Mais malgré ses parutions, il y a encore tout un mystère que nous gagnerions à découvrir sous la plume de personnes, enfin des historiens vraiment au-dessus de toute mêlée pour nous situer. Et puis pour finir avec vous, Uriel Enyang, pardon. Le 13 janvier, jour de l'assassinat de Sylvanus Olympio, a été assez controversé dans l'histoire même du Togo. Du temps de Feu Gnassingbé Adema, c'était la journée, le jour de la libération nationale, fête nationale qui avait éclipsé même le 27 avril. Mais après sa mort et avec Faure Gnassingbé, le 13 janvier lui-même connaît une histoire. La preuve aujourd'hui, c'est une journée normale. Et tous les Togolais vaquent à leur occupation. Certains même découvrent par le club de la presse toute cette histoire-là du 13 janvier. Merci, je ne sais pas si je pourrais répondre exactement à la logique de votre question, mais il faut dire tout simplement que tout homme, tout être humain, tous les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité. C'est très bien. Nous rappelons à tout le monde qu'il faut éclairer les circonstances de la mort de cet homme très chevronné. Tout le monde l'a connu dans le temps. Nous, très jeunes, on a appris ce qu'il était. Il faut nuancer pour dire que quelques heures après les indépendances, dans presque tous les pays de l'Afrique, on n'a connu qu'une seule élection juste. Après ça, ce ne sont que des coups d'État. Au Togo, en Centrafrique, au Congo surtout. On ne sait pas ce qui inspirait les Africains à tourner en mal cette volonté de réclamer leur autonomie politique. Une fois acquise, on a tourné la médaille de revers et puis on commence par des successions de coups d'État. C'est très dommage. Aujourd'hui, Sylvanus Olympio, sa mort reste dans un mystère, tout comme, excusez-moi, je suis un peu arrivé. Oui, tout comme les autres morts, jusqu'aujourd'hui, parce que quand on parle des circonstances de la mort de Sylvanus Olympio, je me dis, comme tout être humain, tous les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité, pourquoi ne pas aussi parler
des assassinats qu'on a connus tout récemment lors des manifestations par-ci C'est par-là. pourquoi j'ai évoqué les sacrifices consentis par tous les Togolais, des plus célèbres aux plus anonymes, de toutes régions, de tous horizons, de toutes considérations qui ont parsemé notre parcours national. Si on pouvait élucider les circonstances de toutes ces morts-là, je pense que les candidats à ces crimes vont reculer un peu et ça permettrait à la nation d'avancer. Merci. Pour terminer, toute controverse qui continue à entourer même la mort de cet homme, c'est si je vous demandais, est-ce que la dépouille de Sylvanus Olympio gît en terre togolaise ou bien sur une terre étrangère? Il a été enterré à Agouedjigo. À ce niveau-là également, il y a une bataille historique. Pour certains, Agouedjigo fait historiquement partie du territoire togolais, mais pour les autres, plutôt Agouedjigo appartient au Bénin. Et puis, vivement que pour consolider notre réconciliation, notre cohésion nationale, on organise des obsèques dignes du rang de ce grand homme, Sylvanus Kwame Elpidio Olympio. Non, absolument, il faudrait que nous en arrivions à ça. Il faudrait que les restes de ce grand homme d'État que le Togo a connu puissent quitter une terre étrangère pour son sol natal où il a vu le jour. C'est vrai, avant la conférence de Berlin ou bien le truc de Nuremberg où on a... Plutôt la conférence de Berlin. La conférence de Berlin. De novembre 1985 après la conférence de Berlin, l'Allemagne... de 85. Oui, après la conférence de Berlin, après la perte de la Première Guerre mondiale, pas chaud, donc le Togo a été disséqué. Donc la partie où gît aujourd'hui les restes de feu Sylvanus Olympio, c'est en terre béninoise. Il faudrait pas que nous faisions harakiri en disant que c'est en terre togolaise. Non, c'est en terre étrangère. Donc il va falloir entendre la dynamique qui avait été lancée au nom de la réconciliation et même certains fils du premier président n'avaient pas trouvé d'inconvénient. Mais qu'est-ce qui a entre-temps plombé cet élan de rapatrier ce corps au nom de la réconciliation que le président togolais actuel fera enclencher dans le pays? On ne sait pas. Donc là aussi, il va falloir que le voile se lève sur les pesanteurs qui sont en train d'endiguer ce bel élan qui devrait quand même consacrer la cohésion et puis le pardon. Qu'on suspende le débat là. Nous sommes trop jeunes. Aucun d'entre nous ici ne connaissait physiquement Olympio. Nous sommes tous nés après sa mort. Nous rappelons juste la date pour que les voix puissent autoriser, notamment les historiens, les témoins de l'époque, se surpassent et nous situent de façon vraiment le moins partisane possible sur la vie. Non, peut-être juste un mot sur la... Bon, il y a Uriel qui manifestait le besoin. Le micro. Si vous permettez, à travers Olympio, vous savez, il y a un an, qu'un jeune a été retrouvé dans son champ assassiné à Kpalgou dans Bofale. Jusqu'ici, on nous a promis élucider ces conditions à travers Sylvanus Olympio. Nous interpellons aussi les autorités à vraiment situer la situation, si vous permettez la tautologie, pour que les populations soient tranquilles, parce que c'est le moment de la transhumance. Merci. Il faut vraiment que nous connaissions notre histoire, qu'il y ait le moins d'ombre possible si nous voulons aller sûrement de l'avant. Didier. Oui, l'aspect que je voulais aborder pour finir, c'est l'aspect de la position des historiens sur la question. À chaque fois, c'est plutôt à mon sens, des gens qui nous embrouillent dans l'histoire du Togo. Certaines fois, on veut faire une histoire au dépend de l'histoire. Et il va falloir véritablement que des gens se transcendent. Si on est historien, il faut assumer les faits. Comme on dit chez nous en journalisme, les faits sont têtus et ce devrait être le cas également pour les historiens. Les faits non seulement sont têtus, mais doivent être sacrés. Évidemment. Donc, ce devrait être également le cas pour les historiens pour que véritablement notre avenir soit, si le passé est élucidé, notre avenir sera appréhendé de façon assez claire. Et je pense que le Togo pourra rompre avec tout ce qu'on connaît ou tout ce qu'on a eu à connaître pour un avenir beaucoup plus dégagé. Merci, nous pouvons être fiers parce qu'une grande dame nous apprend que c'est en nous suivant qu'elle se rappelle que nous sommes aujourd'hui le 13 janvier. Madame Ayele, bonjour à vous. Et nous embrayons sans transition sur la pensée du jour. En fait, nous paraphrasons
les propos tenus le samedi dernier par Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénissan dans son homélie au moment de la prise de possession canonique de son évêché, de son archevêché. Voici ce que nous retenons. Le poste privilégié du président de la République est essentiellement celui du serviteur du peuple. Je rappelle que nous avons paraphrasé un peu les propos qu'il avait tenus. Sinon, son homélie circule sur les réseaux, aussi bien le texte que la voix. Chacun peut l'avoir lu ou auditionné ou va le faire incessamment. Eh bien, venons-en à ce que nous pouvons intituler les appels et les exhortations de l'Église catholique pour le scrutin présidentiel du 22 février prochain. Je vous rappelle que la semaine dernière, déjà le 6 janvier, le révérend père Pierre-Marie Chanel Afognon avait adressé un appel, une lettre ouverte à tous les candidats à cette élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février. Vous vous rappelez, le vendredi dernier, le père Afognon était à notre studio aussi pour commenter, pour nous expliquer un peu l'esprit et la lettre de son appel. Et puis, dans son homélie le samedi dernier, Monseigneur Bariga s'est encore adressé à tous les acteurs togolais, des candidats à la force publique, à ceux qui organisent les élections et également à nous autres citoyens. Eh bien, revue de presse avec Forum de la semaine qui écrit élection présidentielle 2020, un appel pressant de Monseigneur Bariga aux candidats, institutions et citoyens. C'est ce que écrit Forum, pendant que Liberté, lui, écrit présidentielle 2020, portrait robot du prochain président, tel que Monseigneur Nicodème Bariga l'avait décrit dans son homélie. Pendant que nous accueillons Lucien Diossou-Mensan. Bonjour Lucien. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Merci de nous avoir. Bonjour. Merci beaucoup pour toi, tu m'as fait suffisamment de publicité pour mon anniversaire. C'était la moindre chose. Eh bien, Didier Assoba, vous avez consacré un certain nombre d'articles à l'homélie de Monseigneur Bariga. Vous voulez nous rappeler les circonstances de sa prise de possession canonique le samedi dernier? On savait déjà en début décembre que Monseigneur Bariga, très connu, très populaire, depuis qu'il a eu à assumer les rôles de président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, et par la qualité avec laquelle il a eu à conduire cette institution, a été nommé. Non, c'était plutôt en novembre. Oui, c'était en novembre, fin novembre, je vous l'ai dit. Je vais être beaucoup plus proche. Fin novembre, il a été nommé et on savait qu'il allait prendre fonction donc début janvier, le 11 janvier. Donc, cela faisait d'ailleurs suite à la retraite de Monseigneur Denis Amouzo Diakba, qui devient archevêque émérite de Lomé. Et qui va, Monseigneur Amouche Diakba, qui va rejoindre un certain Philippe Fanoko Podjoro. Évidemment. Monseigneur Podjoro, l'ami de quelqu'un. Et donc, le samedi, cette cérémonie a été organisée de façon grandiose, avec la présence du chef de l'État, de l'ensemble du gouvernement, mais aussi des acteurs politiques de premier rang, les candidats à l'élection présidentielle qui ne voulaient pas manquer la cérémonie. On a vu des anciens premiers ministres qui étaient là également, des politiques de tous les bords. Et l'image qui est beaucoup plus marquante, c'est quand les gens passaient à la table, on va dire comme on l'appelle, généralement la Sainte Seine. Vous avez pu voir des personnalités d'un bord comme de l'autre passer devant pour participer à la Sainte Seine. C'était vraiment waouh. On se disait, est-ce qu'on peut avoir des scènes comme ça tous les jours au Togo? Mais malheureusement, la politique a fait de diviser les gens juste à la sortie de cette messe-là. Chacun a pu prendre son chemin. Donc, véritablement... Oui, à ce niveau-là, Tchakala, je pense qu'on peut marquer un arrêt sur la scène telle que la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé nous l'avait offerte samedi dernier. Il y avait Monseigneur, le nouvel archevêque de Lomé, avec à ses côtés ses aînés prédécesseurs, Podjoro et Amouzo Diakba.
il y avait toute la conférence des églises, des évêques du Togo, d'autres prélats venus de la sous-région. Et il y avait disons le public des fidèles et de la famille, mais il y avait aussi les institutions de la République, le président de la République, la présidence de l'Assemblée nationale, le président de la Cour suprême, donc les 3 pouvoirs constitutionnels de notre pays. Dans la salle, il y avait également des candidats à la prochaine élection présidentielle comme Nyassine Befort, comme Fabre Jean-Pierre, pour ne pas les citer tous. Il y avait également des acteurs de premier plan comme Maître Agboibo, comme Madame Brigitte Kafoui Adjamako Johnson. C'est ce que Didier disait, si on pouvait avoir de telles scènes où les Togolais de toute considération, de tout bord, pouvaient se retrouver, la scène serait belle. Absolument, ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Et ceux qui, de l'extérieur du pays, ont vu ça, vont dire, tiens, c'est ce que nous souhaiterions pour notre pays. Au-delà de certaines divergences de points de vue sur les questions politiques, je crois que on a un patrimoine commun, c'est le Togo. Et je ne pense pas que quelqu'un puisse égrener ses chapelles pour demander à ce que le soufre tombe sur notre pays. Les acteurs, c'est vrai, on ne peut pas leur demander de s'entendre sur certaines questions. Non, quand on est en politique, on est censé déstabiliser l'adversaire à son profit. Ça, on le voit dans les déclarations, dans certains faits et gestes de certains acteurs politiques. Mais quand il s'agit de certains événements, surtout, quand la religion s'y mêle, je crois qu'on doit s'entendre sur le juste essentiel. Et ce juste essentiel, et on a vu comment est-ce que les gens ont pu nous offrir ce beau cliché la dernière fois. Au cours de cette manifestation religieuse. Donc, nous souhaiterions qu'au-delà de tout, on se reconnaisse frères et sœurs, qu'on se reconnaisse togolais, et que si même la politique va nous diviser, que ce soit sur certains faits qui ne vont pas quand même abîmer notre élan de vivre ensemble. Mais aussitôt sorti que les gens ont commencé à s'envoyer des mains. Dans l'église un moment. Nous souhaiterions cela. Oui. Et le message que le nouvel archevêque de Lomé a eu à prononcer, il n'a pas indexé X ou Y. Il s'est adressé à tous ceux-là qui ont des prétentions sur le fauteuil présidentiel, en leur demandant que c'est vrai, c'est glorieux, c'est prestigieux la fonction présidentielle, mais au-delà de tout, on ne doit pas se croire au-dessus du peuple. On doit se consacrer comme un fidèle serviteur de ce peuple qui vous a conféré ce pouvoir. Je crois que si c'est bien rentré, que ce n'est pas ressorti par l'autre oreille, on va grandir. Espérons que le message de Monseigneur Bariga va rester encore pour longtemps dans nos oreilles. Lucien Diossou Messan. Et comme nous le disions tantôt, Monseigneur Bariga s'est adressé à tout le monde, aux candidats, à tous les candidats. Et il a rappelé ce que le confrère Nouvelle Opinion nous rappelle encore. Monseigneur Bariga a rappelé au candidat que le fauteuil présidentiel est celui du serviteur du peuple. Mais Monseigneur Bariga s'est également adressé aux instances qui organisent ces élections. Il a souhaité que les élections soient le plus transparentes possible et que le vainqueur soit celui que les urnes auront décidé. Il s'est adressé également à nous, les électeurs, que chacun aille voter en son âme et conscience. Il a également souhaité que tout cela se passe dans une ambiance de justice sociale, de sérénité et de cohésion nationale. Bien sûr, face à ce qui s'est passé la dernière fois, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. C'est ce que nous attendons des autorités morales d'un pays. Les autorités morales, religieuses d'un pays doivent toujours faire en sorte que les citoyens, toutes les classes d'une société s'entendent, qu'il y ait de l'osmose. Bariga est dans son rôle. De la bouche d'un prélat, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'on attendait. Mais ce n'est pas malheureusement le cas toujours. Mais puisque Dieu nous a créés, que chacun a ses choses. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'Église catholique a joué un rôle prépondérant dans la vie du Togo. Depuis l'indépendance, si vous voyez bien, notre hymne national, ils y ont contribué, l'Église catholique, c'est les prélats, ils sont toujours intéressés, à la vie politique au Togo. Sauf que, ces derniers temps, il y a eu, bien sûr, nous commençons à enregistrer des dérives. Nous ne savons pas pourquoi ceux qui créent cette dérive-là n'enlèvent pas leur soutane. Mais je suis très heureux, très content de constater que Monseigneur Bariga est revenu à l'orthodoxie. C'est ça le rôle d'un prélat dans un pays. Il ne doit pas être là à créer la dichotomie
a choisi le bon des mauvais. Donc, remercions Dieu. D'ailleurs, Monseigneur Bariga a déjà fait ses preuves. La conférence, la CVJR, la commission véritaire qu'on lui a confiée, était une tâche délicate. Il a réussi, grâce à l'aide de Dieu, grâce à son savoir-faire, à s'en sortir. Même si tout le monde n'est pas content. Mais rassurez-vous, hein, ça c'est dans une église comme la nôtre, ou bien dans une église ou dans un lieu de culte qu'on peut voir ces choses. Sinon, ne demandez pas aux politiciens de ne pas s'envoyer des flèches. Ça fait aussi partie de leur vie. Merci. Alors, Uriel, est-ce qu'on peut espérer que tous les Togolais que nous sommes, le président de la République, la présidente de l'Assemblée nationale, le président de la Cour suprême, tous les candidats, la CENI, la Cour constitutionnelle, les forces de sécurité et nous autres citoyens électeurs, est-ce qu'on peut garder espoir que nous gardions ces messages-là de Monseigneur Bariga dans nos oreilles et que nos comportements jusqu'au 22 février soient ainsi? Oui, on peut espérer. On peut espérer. L'homme étant la mesure de toutes choses, à tout moment, ça peut changer. Ça peut changer. Quand il s'agit de la politique, on ne peut pas donner cette affirmation d'une façon absolue que le message de Monseigneur, le désormais archevêque de Lomé Anani, soit resté dans les oreilles sans sortir de l'autre côté. Parce que l'homme politique, il est très complexe. Quand il voit ses intérêts virer d'un côté, il a tous les pouvoirs pour les protéger comme il entend. Maintenant, lorsqu'on retrouve les acteurs politiques de tous bords dans cette grande chapelle, n'oubliez pas qu'ils ont été invités aussi. Ils ont été invités et les gens se doivent le devoir d'y répondre. Et n'oubliez pas surtout que tout le monde est conscient qu'en allant là-bas, il tire bénédiction. Ça, c'est très important. C'est pas tous les jours qu'on voit tous ces cadres-là réunis à la cathédrale comme ça pour l'intronisation du nouvel archevêque dans un pays. Didier a rappelé les circonstances de son installation. Je pense que moi, je ne maîtrise pas bien le nonce apostolique du Bénin, du Togo, qui était présent. Monseigneur Idaïgoé. Oui, si vous le maîtrisez bien, bon, c'est l'occasion aussi de nous faire cas. Mais il faut dire que à la sortie, tout ce qui s'est passé, on ne pouvait pas trouver le contraire. Chacun était venu parce qu'il est invité. Maintenant, juste à la porte de l'église, ils ont repris leur tenue. Chacun a repris leur tenue politique. Leur tenue politique. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Tous ont répondu parce qu'ils ont été invités, parce qu'ils veulent aussi bénéficier de la bénédiction de la circonstance. Et après, chacun reprend son chemin. Anani Bariga, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, c'est un élancé en intelligence. On l'a connu dans tous les domaines. Il a servi partout, le pape l'a envoyé. Il a servi en Israël, partout au Togo, il a servi. C'est l'occasion aussi de servir dans ce contexte-là pour que merci tout le monde Didier. Comme c'est de tradition, le nouvel archevêque il choisit ses armes et le slogan de son règne dans son diocèse. Voulez-vous nous rappeler ça aussi? Je ne maîtrise pas trop le latin, je pense que c'est pacifise, j'oublie l'autre mot. Ça veut dire que, je crois que c'est tiré de Matthieu chapitre 5 au verset 9, et ça veut dire heureux ceux qui, les hommes de paix. Heureux les artisans de paix. Les artisans de paix. Donc voilà, il place son mandat, on va dire, sur la coupole de la paix. On connaît Monseigneur Bariga pour ça aussi. C'est quelqu'un qui sait jouer l'homme de paix qu'il est lui-même. On l'a vu déjà à l'œuvre lors d'un dialogue qu'il y a eu au siège de la conférence des évêques, où il avait aidé d'ailleurs les acteurs politiques en 2013 déjà à s'entendre sur le code électoral qui avait permis d'organiser les élections législatives de l'époque. Donc Monseigneur Bariga, comme je le dis, c'est véritablement l'une des autorités morales de consensus aujourd'hui qu'on a au Togo, qu'il continue de jouer son rôle dans ce sens. Et je pense que dans les jours, années à venir, sa voix pourrait être assez prépondérante dans peut-être le nouvel élan que le Togo est en train de prendre. Eh bien, le règne de Monseigneur Bariga, c'est la paix. Heureux les artisans de paix.
Et espérons que ces mots et exhortations de Monseigneur Bariga vont rester encore non seulement dans nos oreilles, et que cela se traduira dans les faits, même dans les moments de tension sociopolitique, comme nous y sommes d'ailleurs déjà, et vos différents journaux le rappellent. Nous sommes aujourd'hui le 13 janvier, et le 22 février, déjà, nous irons aux urnes pour le premier tour. Et Lucien Diossou-Vincent, c'est ce que votre journal nous rappelle, le combat du peuple. Les dés sont désormais jetés, écrivez-vous, une étape clé est franchie. Les choses sérieuses ont commencé. 10 candidats en liste, mais qui sera le champion au soir du 22 février? Mais là, je ne suis pas devin. Je ne suis pas devin. Nous posons le problème comme ça pour le moment, parce que c'est seulement comme ça que le journaliste peut le poser. Le fait, c'est qu'il y a eu 10 candidats retenus provisoirement en attendant la décision finale de la Cour constitutionnelle. Maintenant, moi, si vous avez bien lu mon article, ce que j'ai écrit dedans, j'ai souhaité quelque chose. Et je crois que nous tous, nous devons souhaiter ça. Nous, les journalistes, si nous voulons être dans notre rôle, nous devons le souhaiter. J'ai écrit ceci. J'ai dit que le journaliste ne peut pas être pour ou contre quelqu'un. Le journaliste peut être pour ou contre un programme. Par conséquent, nous demandons à tous les candidats de tout faire pour mettre à notre disposition leur programme de société pour que nous puissions nous en imprégner et voir comment nous pouvons éclairer les lecteurs. Et j'ai conclu qu'il faut qu'ils nous aident à les aider. Parce que si un candidat n'a pas de programme et que nous sommes là, il dit celui-ci a fait cela, celui-là est trop long, trop haut, c'est pas ce qui nous intéresse. Les ambitions qu'il nourrit pour notre pays, il n'a qu'à tout faire cette fois-ci, puisque nous rentrons de plein pied dans la démocratie, pour faire en sorte que le programme de société, le projet de société soit à la disposition de la presse. Comme ça, nous les journalistes, nous allons lire, éplucher ces programmes et faire nos analyses, nos commentaires pour que les lecteurs aillent aux urnes en toute connaissance de cause. Merci. Eh bien, ils sont 10 candidats, 9 hommes pour une femme. Les journaux nous le rappellent encore aujourd'hui, dans le combat du peuple qui nous le rappelle dans ces colonnes. Et si je me fais ce devoir pour vous, Fabre Jean-Pierre pour l'ANC, Kagbara Innocent pour le PDP, Olou Komi pour le PSR, Ton Aubin Kodjovi, Indépendant Nouvelle Vision, Kodjo Agbeyome Gabriel pour le MPDD, Koessan William pour Santé du Peuple, Traoré Tchassona pour le MCD, Nyasingbe Fort pour UNI, Gogué Aimé pour Adi et Madame Petigo pour la coalition des rassembleurs. Eh bien, on les sent déjà, aussi bien sur les réseaux que sur le terrain. Aubin Kodjoviton est très actif sur les réseaux. Il en est de même pour Kagbara Innocent. Fort Nyasingbe, il a déjà commencé à déployer une intense activité de terrain. Et ce week-end, dès qu'il a quitté la cathédrale samedi, Didier, on a vu Fort Nyasingbe dans le pays Vaud, auprès des regroupements de Gary. Et puis hier, il était appelé pour... Avant ça, mais avant Vaud, il était dans le Bamono. Il était au Bamono d'abord avant de venir. Il était au Bamono, dans Vaud. Hier dimanche, il était appelé pour une finale de coupe, pendant que ses émissaires étaient dans l'Est Mono. Voilà comment on suit déjà les candidats les uns après les autres. Oui, les candidats d'abord sur la question sur la liste. Il paraît qu'il n'y a pas de dames, de femmes parmi les candidats. Il paraît, en attendant que la Céline... Madame Petigo? Voilà, il paraît qu'il n'y a pas de femmes parmi les listes, parmi les dossiers retenus. Et un candidat, quelqu'un avait revendiqué d'ailleurs être parmi les candidats ce week-end déjà. Il paraît de M. Dovig, Soster, Kawus. Donc,
Mais à ce niveau-là, pour Madame Petitgueux, c'est pas encore clair. On attendra là. C'est une source de la CENI. Soulever cette polémique. S'il y a des rectificatifs, ils le feront. Oui, mais c'est une source de la CENI qui nous a communiqué la liste dans la femme. Non, pour le moment. Non, Didier, le propre de la presse, c'est la polémique. Ou bien on va creuser cela et on va voir maintenant. On va vérifier. C'est pour ça que j'emploie le conditionnel, parce que j'ai eu à appeler la CENI pour avoir une certitude sur la question. Et ils m'ont dit, il n'est rien dessus, et que la CENI va communiquer sur le sujet. Donc voilà, on attendra de voir, d'avoir une liste définitive communiquée par la CENI et ou soit par la Cour constitutionnelle pour dresser vraiment la liste des candidats. Sinon, pour les 9 autres, c'est clair, mais on attendra pour la dame. Oui, pour les activités des candidats, c'est déjà clair, ils ont déjà déposé leur candidature au niveau, leur dossier de candidature au niveau de la CENI, et l'heure est maintenant à la pré-campagne, et c'est véritablement ce que les gens font. Le chef de l'État sortant, qui est candidat à sa propre succession, avait déjà déclaré le mardi, juste après avoir dit oui à ses partisans, que dès le lendemain, il se mettrait sur le terrain pour aller à la conquête donc de nouveau du fauteuil pour gagner l'élection, et on lui disait de le faire par un coup KO. Donc je pense que véritablement il est dans cette logique d'aller gagner un coup KO. C'est pour ça que après l'installation de l'archevêque de Lomé le samedi dernier, il a pu se rendre d'abord dans Bamono, puis à Danvaux. Donc c'est des territoires voisins, et il a pu se rendre là-bas. Et hier il s'est rendu également à Pelé, où il a suivi une finale d'un tournoi de football là-bas, pendant que ses autres émissaires sont sur le terrain, des ministres, des députés qui ont investi le terrain. Notamment dans l'Est Mono et le canton de Sanguera ici à côté. Depuis plusieurs jours, semaines déjà. Et donc, ce sera toujours comme ça. Les autres candidats qui se réclament de l'opposition, on les voit pas encore sur le terrain, mais beaucoup plus certains sont sur des réseaux sociaux en train de se faire entendre. On espère qu'à partir de cette semaine, ils iront mais sur le terrain. Vous suivez quelques-uns de ces candidats dans votre parution de ce jour. Vous titrez présidentielle 22 février prochain, un rendez-vous entre forts, les autres et le peuple. L'essentiel pour vous, c'est de sortir le Togo de son état d'exception. Et parmi ces candidats, vous faites un peu de zoom sur celui qui est le Benjamin de la classe, Kagbara Innocent, 39 ans, qui déjà essaie de se faire comprendre dans l'opinion. Oui, Innocent Kagbara du PDP, c'est celui-là qui a hérité de l'étendard de son parti, qui a hérité du parti que son papa avait porté sur les fonds baptismaux. Et ce qui est tout heureux de constater, c'est qu'il s'est mis vite à trancher avec les anciennes habitudes qui avaient pignon sur rue au sein de sa petite formation politique. C'est un homme de terrain. Bien avant même qu'il ne se déclare candidat, on le voyait un peu partout sur le terrain. Et puis bon, son entrée en politique a connu une certaine fulgurance parce que il est député et il est président d'une commission éducation, parlementaire et éducation. Et au-delà de ça, lors des dernières locales, il a pu quand même trouver positionner des conseillers qui s'en étaient sortis haut les mains. Donc ça veut dire que l'appétit vient mangeant. Donc à 39 ans, le Benjamin des candidats a des arguments à faire valoir. Quand on sait que la jeunesse constitue la plus grande frange de la population, plus de 70%, et que quand on sait que Innocent Kagbara aussi est jeune, 39 ans, est-ce que il ne trouvera pas le terreau fertile auprès de ces jeunes-là pour placer les justes mots et rassurer cette jeunesse-là que elle a tout intérêt à porter son choix sur lui. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il faut choisir les justes mots. Il faut pas céder à la démagogie, aller proposer des choses qui ne pourront pas tenir dans le temps. Donc, il a aussi sorti son programme que j'ai eu la chance de lire, de consulter, et c'est un programme alléchant, c'est un programme qui prend en compte presque tous les aspects qui pourraient faire du Togo un pays de paix, un pays de cohésion, où le développement va être assuré. Mais à 39 ans,
je me suis posé la question, est-ce que les gens voient le rapport? Ça veut dire que mais Macron, l'un des présidents les plus puissants du pays, aussi à 39 ans, était candidat. Est-ce que le cas français va se rééditer sur nos sols ici? Vous oubliez qu'avant Macron, le Togo a aussi connu un président à 39 ans. Oui. C'était l'âge de Faure Gnassingbé lorsqu'il accédait au pouvoir en 2005. Non, pourquoi pas? Ça peut se rééditer. Pourquoi pas? Ça peut encore chose. Donc maintenant, s'agissant de tous les candidats, 56 600 km², ça paraît petit, mais grand. Quand les candidats déclaraient avant, mais que le quitus, l'onction de la Cour constitutionnelle soit donné à ceux-là qui seront définitivement retenus, il faudrait aller sur le terrain. Parce que 2 semaines de campagne, ça me semble un peu trop juste pour sillonner ce grand pays et vendre le projet de société dont on est porteur. On a parlé de Gnassingbé Faure, on a parlé de Kagbara Innocent. On peut également parler de Ton qui envahit les réseaux, son message est essentiellement axé sur la jeunesse, mais il y a d'autres aussi. Le week-end dernier, on a vu les partisans de Fabre Jean-Pierre tenir des assemblées, des meetings dans la banlieue de Lomé, et même les partisans de Agboyome Kodjo qui envahissent les réseaux. Donc la campagne prend déjà progressivement son allure. Uriel. Ça, maintenant, moi je pense que c'est les moyens qui vont jouer. C'est les moyens, en fonction des moyens que les candidats sont en train de mener leur action sur le terrain. Si M. Tchakala a les moyens de prendre l'hélico tout à l'heure pour descendre à Kourou. Tchakala n'est pas candidat. Non, c'est un exemple, s'il vous plaît. Okay. Prenez plutôt les candidats. Non, prenez pour exemple les candidats. C'est Tchakala qui a parlé, c'est quand on dit que s'il prend l'hélico, il peut faire le tour. Tout à fait, ça se me comprend clairement. Tchakala peut prendre l'hélico, descendre à Kouvé tout à l'heure, après Dankbélé, après il revient à Dangbe. Aller à Boufalé. Tout à fait. On parle de moyens. Oui, c'est pourquoi je parle de moyens. C'est les moyens qui vont jouer maintenant. Parlant, s'agissant du plus jeune candidat, que je connais très bien, qui est de chez moi d'ailleurs. De la Vous savez, oui, le PDP, le Parti démocratique panafricain, remonte à 2007. Ils ont fait leur première preuve sur le terrain à partir de l'élection législative de 2007. On connaît comment ça s'est passé, les efforts qui ont été fournis par son papa, Bassavi Kagbara, qui lui a laissé maintenant les rênes. Vous savez, le PDP, je voudrais souligner une chose à propos. Il a eu un mérite, même si ça semble négligent. J'ai dit, le PDP a fait beaucoup de choses parce que quand vous arrivez dans la Bina, vous traversez pour aller à Sola chez eux, un canton à l'extrême nord-est dans la région de la Kara, c'est-à-dire après Pagouda, Pessare, Boufalé. Il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées. Parce que quand le PDP a commencé ses actions sur le terrain, il y a eu un engouement. Dans la Bina, bon, comme vous le savez, on ne connaissait qu'un seul parti. C'était le RPT dans le temps et maintenant uni. Ils ont travaillé à telle enseigne que les cadres de Sola et de ses alentours étaient obligés de faire quelque chose pour ne pas effacer le parti d'antan. Vous voyez, aujourd'hui, si le jeune continue, je pense qu'il peut faire quelque chose. Sauf que son papa semble effacer. Le jeune, il est en politique, c'est lui aussi le patron des établissements IAIC. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut faire. Merci. Je rappelle encore une fois les autres candidats. Olu Komi, on a déjà parlé de Ton. On a aussi parlé de lui. Kouessan, Dr Kouessan, Tchassona Traoré, Aimé Gogué, et puis Madame Petigo. Quand nous aurons connaissance de leur action, nous en parlerons. Oui, justement, par rapport à cette polémique sur Madame Petigo ou bien certains Monsieur Dovi, je crois que le parti ou bien la bannière sous laquelle ils sont allés déposer le dossier, il ne faudrait pas attendre la CENI avant de lever le voile sur ce cafouillage-là. Donc ils sont obligés de saisir la CENI. Ils partent déjà avec un passif. Ils partent déjà avec un passif en créant cette situation-là. Merci. Donc, maintenant, le volet sécuritaire. Encore une fois, les candidats, on les connaît. La CENI, Monseigneur Bariga et le père Afonio les ont exhortés pour des élections crédibles, transparentes, mais tout cela aussi doit se faire dans la sécurité. C'est pourquoi la FOSEP a été créée. La FOSEP qui a fait des exercices de simulation
non seulement à Lomé ici, mais un peu partout dans le pays. On a écouté le ministre de la Sécurité hier qui a rassuré que les éléments de gendarmerie et de police sont déjà bien outillés pour assurer la sécurité du processus des élections, mais avec respect des droits de l'homme. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Sauf que la force publique, de temps en temps, nous attirons leur attention sur des comportements qui n'en sont pas. C'est ce que font certains journaux, notamment le Commandement du Peuple. Lucien, vous écrivez à la page 7, à la page 4, sécurité routière, les surcharges que vous qualifiez de pratiques malsaines érigées en règle. Et ceci, c'est le fruit de la connivence entre les conducteurs routiers et les forces de l'ordre. Bon, ce problème est un problème récurrent. Nous ne sommes pas obligés de revenir là-dessus. Si, il faut toujours y revenir. Justement, c'est ce que j'allais dire. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot récurrent. Bon, ce que je voudrais dire que tant qu'il y a un problème, notre rôle, c'est de servir des guillons. Et les forces de sécurité togolaises ont fait des progrès en matière des droits de l'homme et tout. Mais c'est parfois, ça fait mal à l'œil, aux yeux, de voir, d'assister à cette scène dans les rues. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, on ne peut pas éradiquer ce fléau. Malheureusement, quand vous posez problème dans certains cercles, on vous dit, ouais, mais notre situation, mais on demande instamment au nouveau président qui sera élu de veiller à ce que la police togolaise, qu'on s'occupe d'elle, que sa situation, ses statuts soient adoptés et appliqués, et pour que nous sortions de ce brouillé. Merci. Donc, la force publique, notamment la police gendarmerie, qui se font trop complices avec les conducteurs pour les surcharges. Nous en parlons souvent, nous en parlerons à chaque fois que nous aurons des preuves de le dénoncer. Mais il n'y a pas que ça, il y a également Liberté qui écrit à la page 2, les tontons Macoute, c'était le nom de la police secrète de triste mémoire des Duvaliers à Haïti. Mais Liberté écrit aujourd'hui que les tontons Macoute de Fort et de Kadanga continuent à semer la terreur à Assoli et Tchaoudjo. C'est pas vous qui l'avez écrit, mais Chakala, comme c'est votre région, est-ce que vous avez des informations venant de Tchaoudjo et d'Assoli pour les choses à reprocher, disons, à la force publique? Non, on a des parents qui vivent dans ces deux préfectures et des informations concordantes nous parviennent, et ces informations font état de certaines dérives auxquelles ça donne les gens en treillis dans ces deux préfectures. Ils débarquent, ils sèment la terreur, les gens sont obligés de fuir, de se réfugier dans des montagnes. Des gens sont obligés d'aller vivre dans les milieux où vivent les Peuls. On ne peut pas vous voir à trois discuter d'un sujet aussi banal soit-il. On vous charge les sièges sur lesquels vous êtes assis. Sans raison. Sans raison, on les casse. Entre-temps, même certains jeunes ont dû quitter leur milieu de vie, et des chefs cantons ont eu à appeler ces gens-là à revenir, surtout les élèves, à revenir continuer leur cursus scolaire. Mais quand ils reviennent, pourvu qu'ils se retrouvent à 4 à 5 en train de rallier leur lieu de vie, et que on se met à les tabasser, à les violenter. Donc je crois que c'est un cas. Moi-même, il y a des parents qui ont vécu ça. J'ai eu des retours. Et c'est des situations tristes. Nous sommes à quelques encablures de la présidentielle. On ne sait pas qui sont ceux qui donnent des ordres pour que les gens se comportent de la sorte sur le terrain. Il va falloir quand même qu'on mette les gens au pas. C'est vrai, on peut avoir un leader qui a lancé une dynamique. Ça ne veut pas dire que toutes les populations ont adhéré à cette dynamique. Mais quand on met tous sur le sceau de quelqu'un et que on ne leur donne pas de répit, franchement, je crois que ça ne fait pas sérieux. L'état de droit ne peut pas se construire comme ça par la stigmatisation, par cette violence aveugle qu'on exerce sur les gens. Donc, vivement que la raison revienne, vivement que peut-être que je ne sais pas si le chef de l'État est au courant ou il ne l'est pas, mais à partir de ces ondes, à partir de ce canal-là, que franchement, on essaie d'arrêter ces gens-là qui se croient tout permis et qui ne veulent pas donner ce moindre répit à ces
population dont le tort est d'avoir peut-être un moment manifesté. Du ministre de la Sécurité sur cette situation qui prévaudrait toujours dans ces régions pour que ça ne constitue pas une situation qui soit en marge de ce que nous souhaitons pour ces élections. Uriel Enyang voulait d'abord réagir. Oui, souvent quand ça se passe comme ça, nous voyons les cadres de la localité concernée effectuer des tours pour échanger avec les populations. Actuellement, nous voyons régulièrement les cadres de Sokode, et d'ailleurs effectuer des tours là-bas. Ils parlent de quoi au juste et cette situation perdure. Moi je ne comprends pas. Quand ils s'en vont, même on peut faire appel au ministre de la Sécurité. Je vous assure, si on n'associe pas les cadres du milieu dans cette affaire-là, ça ne va pas marcher. Oui, Lucien, vous savez, nous, au niveau de la presse, nous dénonçons toutes formes de violence. Bon, je ne suis pas de ceux qui utilisent les gros mots. Tonton Makoto n'a jamais entendu ça en Afrique. Bon, seulement, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on nous dit aujourd'hui qu'il y a des exactions des forces de sécurité dans une préfecture donnée, c'est sûrement parce qu'il y a un problème. Mais s'il y a un problème, nous condamnons la violence. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut le régler. Donc, nous, notre problème, comme Uriel vient de le dire, bien sûr, c'est une vieille habitude où quand il y a un problème d'ordre politique ou bien qui fait que les populations se cachent, on fait appel au cadre du milieu. Notre problème, une fois encore, c'est de servir d'aiguillon aux autorités, à ceux qui nous dirigent, au ministre de la Sécurité, et faire en sorte que partout où il y a la violence, que la violence vienne des citoyens ou des forces de sécurité, notre rôle c'est de la condamner, c'est tout. Merci. Il y a une autre situation qui est un peu volatile et qui pourrait connaître une certaine envolée. C'est votre journal qui entretient un peu ce feuilleton, le nouveau marché de Niamtougou. Et aujourd'hui, vous y revenez, quand vous écrivez le marché de Niamtougou, le mécontentement se généralise. Des cadres de la préfecture en mode pyromane. Voilà, on sollicite les cadres pour l'intervention et vous trouvez que leurs interventions sont plutôt contre-productives dans cette affaire-là. Oui, malheureusement, ces cadres qui sont censés ramener la quiétude sont en train de souffler bruyamment sur la braise pour que le petit feu qui s'est déclaré qu'on peut circonscrire soit un grand incendie. C'est malheureusement le comportement de ces gens. Un marché on a déjà fait l'historique de ce marché et maintenant on a construit un autre marché quelque part et les gens disent qu'ils ne trouvent pas d'inconvénient à ce que le nouveau marché s'anime et que le leur aussi s'anime. Mais on leur dit niet que ça ne doit pas être ainsi. Et voilà que on appelle les gens ici au niveau du ministère de l'administration territoriale pour concilier les points de vue afin de ramener la quiétude. Mais il s'est trouvé certains cadres même du milieu qui se sont comportés de façon méprisante à l'endroit de certains. Et qu'est-ce que c'est pourquoi je ne passe plus par chez vous pour rallier mon canton, c'est toujours vous qui êtes les têtus. Mais les gens veulent leur marché. Les gens, c'est qu'un marché qui s'anime ici, un autre qui s'anime là, c'est le développement de la localité. Mais pourquoi interdire la maquette qui avait été construite pour que le marché prenne cette forme-là? C'est une maquette qui répondait aux normes pour l'érection de ce marché-là dans le canton de Niamtougou. Mais on déplace ça sans... Après, on nous dira qu'on leur a dit que mais c'est parce qu'il n'y a pas d'espace. Non, on ne peut pas faire une maquette sans tenir compte de l'espace. Donc, c'est la maquette qui a été délocalisée pour qu'on en fasse un petit truc qui ne répond pas quand même à l'envergure qu'on voudrait de ce marché. Donc, vivement que ces cadres-là qui jouent au pyromane puissent s'agir. Parce que la cohésion de cette préfecture-là en dépend. Il faut aujourd'hui, par des moyens un peu souples, ramener les gens à comprendre la situation. Mais quand on se montre méprisant, quand on se montre arrogant, les gens vont se braquer. Merci Didier. Et bien pour cette affaire-là du marché de Niamtougou, les exactions dont nous parlent les journaux dans Tchaoudjo et dans la Soli, un peu partout, il va falloir que le ministère de la Sécurité y aille avec dextérité, d'accord, mais subtilité, prudence, parce que la situation peut être très volatile, les nerfs sont à fleur de peau, il y a beaucoup de tensions, on peut compter sur Yark et ses éléments pour maîtriser tout cela en respectant les droits des Togolais. Oui, véritablement, tout ce que je voudrais dire, c'est que le moment n'est pas indiqué. Le moment n'est pas indiqué pour un certain nombre de comportements qu'on enregistre
en début de semaine dernière, nous avions eu à publier un article déjà pour parler d'une situation un peu confuse déjà à Kadambara. Pour ceux qui connaissent la région, il y avait une situation un peu confuse là-bas de manifestation ou de non-manifestation, mais il y a eu quand même un genre de répression que des gens avaient dénoncé. Et donc, ça a continué les autres jours dans la préfecture et il semblerait, selon les informations que nous avions eues, qu'il reste toujours à vérifier que il y aurait eu des volontés de manifestation dans cette préfecture-là pour empêcher ou pour protester contre la candidature du chef de l'État, et c'est pour ça qu'il y a eu un déploiement des forces de l'ordre dans les deux préfectures en question. Mais ce que je voudrais dire, le moment est un peu sensible. Il faut véritablement attendre que des gens manifestent. Et si des gens manifestent dans l'illégalité, je pense qu'il y a une loi qui empêche, qui punit ou qui réprime des manifestations illégales ou non autorisées. Sinon, si on peut présumer que des gens veulent manifester et dès qu'ils sont à deux, on tire sur eux, tire des gaz lacrymogènes sur eux, et dès qu'ils sont à trois, on les tabasse et on casse les chaises sur lesquelles ils sont assis. Je pense que c'est quand même un peu aller vite en besogne. Il faut attendre qu'il y ait des manifestations illégales et on les réprime. Et nous avons évoqué les activités du chef de l'État qui était le week-end dernier dans l'Est Mono d'Anvo. Ces partisans qui étaient dans le canton de Zanguera et dans l'Est Mono, dans les jours à venir, on va voir les émissaires, les cortèges de tous les candidats. Il va falloir que chaque cortège puisse avoir accès libre aux populations. Rappeler également aux populations que nous sommes dans un processus électoral et je ne vois pas quelqu'un qui entretiendra la vérité de s'opposer à une manifestation politique dans un coin. La seule loi qui s'impose à nous, c'est la loi réglementant les libertés des manifestations publiques. Les candidats devraient l'expliquer à leurs partisans et sinon que tout Togolais devrait savoir cette loi qui régit les manifestations politiques. Il est 12h, passe de quelques instants. Nous allons marquer juste une petite pause commerciale et nous nous ouvrons à vous pour vos questions et autres commentaires sur les sujets débattus aujourd'hui. 93.5 Canal FM. Eh bien, la partie s'ouvre, le club de la presse s'ouvre à vous. Premier auditeur en ligne, Monsieur Kodjo, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Et je salue tous les invités. Vous salue en retour. Oui, c'est sur la présidentielle. Et Monsieur Sass, j'aimerais que, avant l'ouverture de la campagne, que vous invitez Madame Adjamagbo et Maître Apevon pour une explication. Pourquoi je dis ça? Voilà ces deux personnalités qui ont été les chantres de la candidature unique et ont même assisté à la désignation de M. Agbeome. Et le candidat est dégagé, ils ont sorti un communiqué en disant qu'ils ont pris acte. Et le comble, Maître Apevon a tenu une réunion avec ses collègues et ils ont dit qu'ils ne soutiennent aucun candidat. Donc, la population ne peut pas se taire comme ça. On a besoin d'explications. Donc, faites un effort pour nous les amener avant l'ouverture de la campagne. Merci beaucoup. Je vous en prie, sauf que nous n'allons pas obliger quiconque à venir dans ce studio. Nous allons les approcher et s'ils se montrent disponibles, ce sera tant mieux. Mais déjà, vous pouvez suivre dans le club de la presse ou dans d'autres médias les positions qu'expriment les uns et les autres. Lucien, rapidement. Lorsque dans ce même studio, on a constaté l'implosion de la C14, toi, ça, tu as dit que ça s'appelle toujours la C14. Vous voyez le désordre que ça crée? Merci de beaucoup. Bas en haut. J'avais juste dit que c'était eux-mêmes qui continuaient à revendiquer l'appellation C14. Lazare de Doulassame, bonjour. Bonjour, Sass. Oui. Je salue le plateau. Nous vous saluons en retour. J'ai deux petites préoccupations, quoi. Nous vous écoutons. Ouais. La première, c'est une interpellation urgente à l'endroit de la mairie du Golfe 4, quoi. Golfe 4. Ouais, ça, oui. Vous connaissez le feu tricolore du carrefour de Degbaba. Degbaba, oui. Oui, non loin de l'Est Jardin. Oui. Depuis 2 ou 3 mois comme ça, là, le feu tricolore là, ne travaille pas bien, quoi. Ça travaille à ton d'affois, les 4 verres s'allument. Des fois c'est 3 ou bien c'est 1. Donc,
ça ne fonctionne pas bien là-bas. Merci. Donc, ils n'ont qu'à venir réparer ça. Le maire de Golfe 4 sur le feu tricolore au niveau de Photo d'Egbava. Oui, Karoupura. Merci. Votre seconde préoccupation? Oui, c'est la candidature de M. Agboumi. Je l'avais dit la fois dernière que ce serait cette fois-ci le plan. Chad 2, l'ami est parti, mais on va retrouver directement Kolani. Bonjour. Allô, bonjour Sas. Oui. Oui, non, c'est pour se rappeler de la date du 13 janvier. Et c'était aussi la date où le grand marché était brûlé. Oui, c'était dans la nuit du 12 au 13 janvier. On va rappeler ça. Oui, oui. Et puis, pour notre monseigneur qui est celui qui a été intronisé là, Monseigneur Bariga. Oui. Oui, tout ce qu'il a dit et tous nos politiciens qui étaient dans la salle le savent bien, mais seulement ils sont de mauvaise foi. Parce que c'est des choses qui sont enseignées par nos parents, même à l'école. Vous n'allez pas faire un procès d'intention au candidat. Non, monsieur Sass, mais ce que Monseigneur a dit, les politiciens, nous sommes des candidats. Nous n'allons pas forcer les gens de nous voter, mais quand ils nous votent, c'est pour les servir. Est-ce que réellement, ceux qui sont élus là sur la terre de nous servent? C'est des réalités. Et qu'il a dit haut. Et puis les fidèles n'ont qu'à le comprendre. Vous êtes des journalistes, il faut les accueillir pour ça. Les politiciens, des fois, font comme si ils sont déçus de la population. Or, quand vous allez vers eux, vous avez accepté humblement les servir. Donc, quand vous êtes élu, ne fermez pas vos portes, ne fermez pas vos cellulaires, ne fermez pas vos bureaux. Mais c'est ce qui se passe. Merci l'ami Kolani. C'est ce que Monseigneur a dit. Et encore une fois, accordons au moins le bénéfice du doute aux candidats. On va recevoir rapidement le test suivant. Monsieur Maglo, bonjour. Bonjour. Oui. Je vais me prononcer sur les nombreuses candidatures. Notamment, je crois, au jour d'aujourd'hui, c'est 9 candidats. 10. À moins d'un miracle, c'est ceux-là qui seront proclamés pour affronter le chef de l'État. Alors, la question que nous nous posons aujourd'hui, face aux candidats de l'UNIR, c'est-à-dire aux champions de l'UNIR, est-ce qu'il y a un au moins d'entre eux a la chance de l'emporter? C'est la question que je me pose. Merci. Le président de la République ne serait pas dans la lutte, que je dirais qu'il y aura au moins quelqu'un. Mais si le président de la République est dans la lutte et que tous ceux-là se montrent combattants, il y en a même qui disent que Monsieur Maglo, on va vous répondre, Tchakala. Est-ce que sur la liste, est-ce que vous voyez quelqu'un qui pourrait damer le pion au candidat du RPT, au candidat de UNI, pardon? Non, soyons sérieux, c'est une élection. Si c'était gagné à l'avance, je crois qu'on ne parlerait pas d'élection. Prenons un peu des cas. En Gambie, Djamé disait qu'il avait pour 1000 ans, mais le peuple a déjoué cela. Donc, dire aujourd'hui que tel part, bon, c'est vrai, on peut dire que tel c'est le favori, mais en élection, quand il s'agit d'une élection, mais il suffit d'un rien du tout pour que la donne chance sur le terrain. C'est le charme. C'est les urnes. C'est les urnes qui travaillent. Donc, c'est le peuple qui peut décider de quoi que ce soit. Merci, Lucien. C'est ce que j'allais justement dire. Il faut que nous évitions, nous les Togolais, de créer des polémiques avant coup. On dit que nous allons aux élections. Celui qui parle là et moi, nous avons les mêmes voix. Je vote une voix, lui aussi vote une voix. Mais il n'a qu'à se préparer à voter pour qui veut. Si déjà, on n'a même pas commencé la campagne, on dit que qui est capable de battre fort, c'est mal posé le problème. Merci. Abonné en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui. Une excellente semaine à tous. À vous aussi. D'accord. Moi, j'ai une question et un commentaire. Le commentaire, c'est sur l'histoire du Togo. Je me souviens que, très jeune, on nous avait dit que c'est Papa Yabema qui a tué Suvanis Olympio. Et que, voilà, que ça a cristallisé le pays, ça a divisé le pays, ça fait plusieurs décennies. Et tout récemment, dans une émission, il y a un sage de Parti Uni qui dit que c'est un blanc qui a tué Suvanis Olympio. Qui connaît le nom? Ça voudrait dire que
l'histoire du Togo s'est fondée sur le mensonge. Cher ami abonné, nous avons déjà dit qu'il y a un mystère qui plane sur les circonstances de la mort de M. Olympio. Nous en avons appelé aux bonnes volontés de nous situer. Donc vous n'allez pas remuer un peu ce qui s'apparenterait à du couteau dans la plaie. Monsieur ça, s'il te plaît, je ne remue pas la plaie. Mais c'est d'interpeller, comme vous venez de le dire, les historiens de faire leur part. Ça va permettre à ce que les problèmes qui gangrènent le Togo seront un peu soulagés. Deuxième chose que j'ai comme question, vous avez vu les prélats et les prêtres interpellent à ce que les choses se fassent dans l'ordre, dans la crédibilité, dans la transparence. Mais moi, je vais leur poser la question à savoir quels sont les garde-fous qu'ils mettent. Je donne un exemple type. Si Yap dit, demain, nous allons vous disperser de manière conventionnelle, ça voudra dire